And we are on air. Bonjour Salut à tous. Bonjour. Bonjour. Hello, hello. Bienvenue sur M'as-tu vu, une émission pour apprendre à faire sa promo comme les pros, une émission proposée par Adobe et concoctée avec amour par Pauline du Laptop et moi-même du podcast Sens Créatif. Aujourd'hui, on a nos amis Olivier et Stéphane et Alexandre Simon qui sera à l'honneur, designer UX qui viendra nous parler de son travail, de portfolio, etc. Avant de plonger dans le pourquoi du comment, pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore l'interface, je vous fais un petit tour du proprio. Alors, sur votre droite, vous verrez qu'il y a, voilà, il y a un chat. Il y a déjà Jérôme Renaud qui dit bonjour tout le monde. Donc, on vous invite tous à venir faire coucou, à dire bonjour, à discuter les uns avec les autres, à balancer des liens et à interagir pendant l'émission. Il y a voilà, plein de bonjours, c'est merveilleux. Si vous avez des questions précises, on vous encourage à plutôt les poser dans la section questions, moins dans le chat, et peut-être qu'on vous renverra peut-être dans les questions. Mais si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres pendant l'émission et que vous vous dites, punaise, j'aimerais vraiment bien qu'Alexandre réponde à cette question, mettez-les là. Et puis, vous pouvez aussi, les uns et les autres, voter pour les questions que vous trouvez les plus intéressantes, pour les faire remonter, pour que, plutôt vers la fin de l'émission, on fasse remonter les questions les plus demandées. Et donc, on posera 3-4 questions à Alexandre qui émanent peut-être de vous. Il y a un petit sondage aussi, donc histoire de savoir un petit peu plus sur vous, si vous êtes étudiant, designer, graphiste, illustrateur, podcasteur, dirigeant d'entreprise, boulanger, que sais-je. Comment vous avez découvert l'émission et si vous avez déjà participé à une émission, voilà. Et alors, donc, cette émission a pour objectif, c'est déjà l'avant-dernière de cette première saison en tout cas, le but de... Oui, donc une émission. Voilà. Le but de mettre ce temps à profit, confinement, etc. Alors maintenant, on commence à être donc déconfiné, plus de couvre-feu, tout ça, c'est merveilleux. Mais c'est encore toujours un temps aussi avec l'été à mettre à profit, sachant que normalement, on espère, les choses reviendront à la normale à partir du mois de septembre. On voulait vous proposer cette émission pour développer nos portfolios, les stratégies de communication, développer tout ce travail un peu de l'ombre pour que le jour où il faut aller au charbon, voilà, c'est prêt. Donc, on a eu plusieurs profils dans cette émission. On a eu des DA, des illustrateurs, des graphistes, des designers. Aujourd'hui, donc, on va plus parler donc de design UX, création de portfolio, etc. avec Alexandre Simon. Donc, au programme aujourd'hui, donc, on va demander à Alexandre de se présenter, de nous montrer 3 projets dont il est particulièrement fier. Après, il nous montrera comment est-ce qu'il a pensé son portfolio, comment il pense ses futurs portfolios, parce qu'il est vraiment dans cette problématique-là. Une réflexion en constante évolution, c'est ce qu'on se disait en off. Il nous montrera aussi des inspirations, donc des sites et des portfolios qui l'ont beaucoup inspiré. En milieu d'émission, Olivier nous présentera Aero pour discuter de réalité augmentée, nous faire une petite démo de ce produit Adobe. Ensuite, on discutera avec Alexandre de stratégie de com, comment il fait pour se démarquer, pour trouver du travail, etc. Et puis, vers la fin, vos questions, ce dont je parlais juste avant. Et on fera un petit wrap-up at the end sur 3 conseils d'Alexandre, histoire de bien finir tout ça. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour du proprio. Donc, je vous propose tout de suite de laisser la parole à Pauline qui mènera la conversation aujourd'hui avec Alexandre. À vous les studios. Salut. Bon, écoutez, donc je suis ravie d'accueillir Alexandre Simon parce qu'on s'est rencontrés il y a une bonne paire d'années, là, donc au tout début de Laptop, j'avais même pas encore ouvert mon lieu. Et donc c'était vraiment intéressant parce que il y a 10 ans, être designer, c'était un petit peu, on savait pas vraiment ce que c'était, quoi. Finalement, on avait appris plein de choses, on avait plein de connaissances diverses et variées avec des backgrounds très différents. Du coup, Alexandre va se présenter parce qu'il est quand même ingénieur de formation. Et ce qui était vraiment chouette, c'est qu'ensemble, on a réussi
poser, enfin on a réussi, on a essayé, on a tenté de se créer des portfolios communs pour la communauté laptop, et puis pour peu à peu commencer à se définir en tant que, voilà, en quoi on est vraiment compétent, qu'est-ce qu'on peut vraiment apporter, et puis comment on peut développer la pratique du design. Donc du coup, ce qui est chouette aujourd'hui, c'est que 10 ans après, on a toujours les mêmes questionnements, mais du coup, avec 10 ans d'expérience et puis évidemment tout un chemin derrière nous. Donc là, Alex, eh ben, j'ai bien envie de te demander, mais où en es-tu? Qui es-tu? Où en es-tu? Merci Pauline et merci Jérémy pour cette introduction. Ouais, du coup, moi effectivement à la base je suis ingénieur. Enfin, j'ai étudié les traitements des signaux en Suisse. Et au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre de travailler dans ce monde-là et j'avais envie d'être plus dans quelque chose de graphique. Et donc, j'ai réétudié le graphisme et la typographie en Suisse. Et je suis venu à Paris une petite quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Et c'était un peu le moment où les premiers smartphones sortaient. Et donc, du coup, derrière ça, il y a toute une nouvelle économie qui a commencé à exister. Qui était l'économie qu'on connaît du digital, des apps, des sites, qui n'existaient pas. Enfin, il y avait des sites avant, mais c'était pas encore vraiment le business, n'était pas encore vraiment là-dessus. Et du coup, beaucoup de réflexions là-dedans. Et c'était génial. Enfin, c'était hyper créatif. C'est toujours génial et créatif, hein, mais là, il y avait vraiment tout à défricher. Et ce qui fait que des gens très différents, avec des backgrounds d'ingénieurs et de graphistes, se mettaient à parler avec des gens qui venaient des sciences humaines, des sciences sociales. Pour essayer de comprendre un peu comment on travaille un truc à la fois digital, qui doit être joli, mais pour des gens, et tout ça doit fonctionner ensemble. Et donc moi, quand je suis arrivé à Paris, j'étais UI, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était un peu le principe de designer des écrans. Et petit à petit, en designant les écrans, on s'est posé la question de comment s'assurer que l'ergonomie soit là, comment on s'assure qu'il y ait une structure, que ça soit cohérent dans la façon dont ça va être codé, etc. Donc petit à petit, ça a pris son temps, c'est devenu l'UX, dans lequel j'ai beaucoup bossé. Et de là, on s'est posé la question, finalement, est-ce que ce truc qui est ergonomique pour les utilisateurs sur un écran, est-ce que ça peut pas l'être également en dehors de l'écran? Et il y a eu tout un tas de disciplines qui s'appelaient Service Design ou Customer Experience, CX, qui ont commencé à exister et dans lesquelles je suis rentré. De là, il y a eu plein d'étapes, mais si je la fais un peu court, il y a eu du coup tout un tas de réflexions de si on veut délivrer une bonne expérience à des clients dans le monde réel, il faut d'abord que nos employés dans l'entreprise aient également une bonne expérience. Parce que c'est eux qui sont en contact avec les clients et donc c'est eux qui vont être les premiers acteurs à délivrer une bonne expérience. Et donc du coup, le design est venu dans l'organisation et a commencé à designer les process, la gouvernance, des choses comme ça. Et c'est là un peu où je suis aujourd'hui. Voilà. Donc du coup, j'ai prévu de vous montrer 3 projets qui montrent un petit peu ces 3 grandes étapes. Alors je partage et je vérifie que vous voyez bien. Voilà, donc ça c'est un projet en fait que j'ai fait il y a quasiment en école de graphisme, donc ça fait presque 15 ans. Voilà, 2007. Et en gros, il fallait faire une identité graphique pour une association de designers en Suisse qui s'appelait Young Swiss Designer. Donc c'était très print, hein, l'école que je faisais, on n'était pas très digital, mais bon, moi comme j'avais un parcours d'ingénieur en traitement des signaux, donc quelque chose d'assez digital en amont, je ne pouvais pas m'empêcher de réfléchir un petit peu aux deux déjà à l'époque. Et donc typiquement, mon logo qui était une forme 2D, j'avais envie de le questionner aussi sur des angles un peu plus 3D. Et donc voilà, j'avais cette forme qui ressemblait un peu à Y, mais quand on la projetait sur un mur, ça faisait un Y, sur un autre mur, ça faisait un S, et sur le dernier mur, ça faisait un D. Donc il y avait un peu cette recherche un petit peu dans le jeu 2D, 3D. Et également une affiche que j'avais fait où je questionnais en fait, finalement une affiche, c'est quelque chose qui est imprimé sur du papier, mais pour faire ça, on va le faire sur un outil Adobe en l'occurrence.
genre Illustrator. Et donc ça, c'est le travail graphique qu'on fait. À l'intérieur d'Illustrator, il y a différents niveaux de code qui vont transformer notre image en quelque chose qui va passer dans des câbles électriques qui vont aller jusqu'à l'imprimante. Et ces différents niveaux de langage sont des langages informatiques que des développeurs maîtrisent, mais que le graphiste ne maîtrise pas forcément. Et enfin, effectivement, l'affiche, elle va passer en une série d'électrons qui passent ou qui passent pas, donc en série de 0 et de 1 dans les câbles. Et de l'autre côté, côté imprimante, ça va être traduit à l'envers pour être imprimé. Et donc, ça m'amusait d'essayer de traduire ce travail-là et de dire que le graphiste devrait être conscient un peu de ce qui se passe dans les machines. Et donc, du coup, j'avais créé un petit programme qui permettait de tramer, vous voyez, mon logo. Et quand on le voyait de loin, on voyait le logo, mais quand on se rapprochait, on commençait à rentrer un peu dans la matrice de qu'est-ce qui se passait à l'intérieur du logiciel Adobe. Et quand on se rapprochait encore, on voyait que le langage de code, ça faisait carrément des 0 et des 1, quoi. Et donc, c'est à peu près ce qui se passait aussi dans la machine. Excellent. Donc voilà, c'est beau. Ouais, c'est Impressionnant. c'est un bon trip surtout, quoi. Pour dire que mes profs de graphisme de l'époque disaient mais what the fuck, qu'est-ce que ce mec fait dans notre école. Et bon, du coup, j'étais vraiment dans une recherche très graphique à l'époque et donc d'essayer de comprendre qu'est-ce que la forme et le fond du digital. Après, quand j'ai commencé à travailler, donc j'ai été un peu salarié, un peu en agence, un peu chez Orange, c'est là où j'ai rencontré Pauline d'ailleurs, même si elle n'est pas restée longtemps et moi non plus. Après, j'ai été freelance. Après, du coup, il y a eu tout ce truc un peu de l'UX et j'ai dû essayer de comprendre un peu mieux ce que voulaient mes clients et ce que voulaient les clients des clients. Et donc là, l'exemple que je voulais vous montrer, en fait, donc là, c'est un PDF. C'est un client qui était médecin sportif et qui avait envie de montrer une façon de... alors, attendez, je surveille un petit peu le temps quand même pour pas me mettre complètement dedans. Je regarde. Ouais, parce que je peux parler longtemps de mes projets, mais c'est pas non plus le projet. Ok, donc c'était un médecin sportif en gros qui avait trouvé une sorte en 3 questions, il était capable à peu près avec 80% de chance de vous dire qu'est-ce que vous aviez et s'il fallait le faire en mode avec des glaçons, remède de grand-mère, ou s'il fallait venir chez lui. Et donc il s'est dit, vu que c'est 3 questions, je peux faire un algorithme et donc du coup je peux faire une appli. Et donc il voulait faire une appli de Docteur Sport. Et donc, à l'époque, déjà, c'était un peu le début, on était déjà bien dans l'UX, et donc, du coup, pour faire ça, j'ai fait des interviews utilisateurs pour comprendre c'est quoi la relation des gens avec leur médecin sportif, avec leur médecin et avec le sport. Et donc, du coup, je suis arrivé à faire... donc, j'ai fait des personas, et les personas, ils avaient un certain nombre... ils avaient un objectif, et du coup, des étapes à passer sur mon appli. Vous voyez, mon Docteur Sport, il a un petit look sympa, comme ça, il est souriant, machin. Parce que dans les interviews, j'ai réalisé que c'était important que le médecin soit rassurant et qu'il y ait un côté humain. Et le fait que ça soit une appli, on perdait le côté humain. Et donc, il fallait qu'on retrouve le côté humain. Et donc, du coup, mon persona qui s'appelle Rémi, il pose des questions. Il dit, voilà, j'ai mal à la cuisse ou à la cuisse à cet endroit-là. Et comment je me suis blessé au sport, etc. Et au bout de X questions, le médecin, il dit, je pense que tu as une tendinite, attention, cette blessure est sérieuse. Donc le médecin, là, il devient un peu sérieux, même si tout à l'heure, il était plutôt souriant et avenant. Et donc ce qui était intéressant dans cette mission, donc là, j'ai vraiment fait un travail d'UX un peu classique avec ces différentes étapes. J'ai fait les différents parcours. Et en fait, ce qui était marrant en fait dans cette appli, c'est que le médecin, je me suis rendu compte que quand on allait voir un médecin, on avait 3 niveaux à peu près d'intimité. Il y a le niveau 0, on ne connaît pas le médecin, on le regarde en chien de faïence, on le voit, et on regarde si on s'entend bien avec lui et tout ça. Et si c'est le cas, on revient le voir, et là, assez vite, on va passer dans un mode tutoiement, un peu plus proche, qui est une façon de valider, ok, maintenant quand j'ai un problème de blessure sportive, c'est plutôt toi que je vais aller voir. Et enfin, il y a un 3e niveau, c'est le médecin de famille qui connaît ta grand-mère, qui connaît tes enfants, qui t'amène les croissants le dimanche à la maison, enfin voilà. Et du coup, dans cette appli,
j'ai essayé de rendre ce truc-là, et tous les textes ont été traduits dans 3 niveaux d'intimité. Donc, il y a le niveau 0, c'est vraiment bien, bonjour, si vous êtes blessé, vous pouvez faire nanana. Donc, il vous voit. Et au bout de la deuxième fois, où il va dire, bon, il va faire le diagnostic comme la première fois. Et là, on va pouvoir avoir quelque chose du style, et au fait, comment va votre genou depuis la dernière fois? Et donc là, Rémi, il pourra répondre, ah bah très bien, merci, ou il pourra répondre, ah bah ça vous regarde pas. Donc ça vous regarde pas, on reste dans le niveau 1 d'intimité. Il fait OK, pas de souci, comme vous voulez. Et niveau 2, il va dire, ah bah je suis rassuré de savoir ça, est-ce qu'on peut se tutoyer? Et si Rémi dit oui, et ben du coup, tous les textes vont passer à un niveau d'intimité plus proche, et on aura un truc plus humain. Donc, je voulais vous montrer cet exemple pour vous montrer que l'UX, c'est une histoire de graphisme, mais c'est aussi une histoire d'expérience. Et là, en l'occurrence, l'expérience, ça va être aussi beaucoup comment l'application va être en relation avec nous. Et donc là, je travaillais beaucoup sur le texte. Le troisième exemple que je vous montre, et je vais aller très vite sur celui-là, mais c'est pour vous montrer maintenant aussi comment j'arrive à des niveaux plus abstraits dans le monde du design. Donc en fait, c'est un client qui est en train de monter qui veut monter une start-up dans le monde de la voiture électrique. Et en fait, le monde de la voiture électrique, c'est un peu le gros bordel à partir du moment où on met notre voiture à charger. Il y a tout un tas d'acteurs voilà, je vous le montre pas trop près parce que je suis encore un peu sous DLA, donc il est d'accord que je vous montre, mais il faut pas qu'on puisse lire les questions. Entre la voiture et EDF, il y a tout un tas de gens qui ont tout un tas de trucs. Il y a des aides de l'État par-ci, il y a ceux qui ont la borne, ceux qui ont les murs, voilà, tout un gros bordel. Et eux, ils ont trouvé un endroit où se mettre, mais ils n'arrivaient pas vraiment à l'expliquer parce qu'ils n'arrivaient pas vraiment à se comprendre même entre eux. Et pour cause, il y en a un qui était très technique, un qui était très finance, un qui était très entrepreneur, et il y avait besoin d'aligner un peu leur vision quelque part. Et donc, on a fait des exercices, donc je les ai interviewés les uns et les autres, j'ai monté une première carte, et ensuite, j'ai aligné cette carte avec eux, et on a fait un atelier ensemble en ligne sur Miro, où ils ont validé en fait leur écosystème dans lequel ils voulaient créer de la valeur, et ensuite analyser quelles étaient les personnes à qui ils voulaient répondre en premier, et ceux qui étaient plutôt leurs parties prenantes et ceux qui étaient plutôt leurs concurrents. Et donc là, vous voyez en rose, en fait, on voit les difficultés, enfin les pain points, comme on dit dans le design, des uns et des autres, et les besoins. Et donc, du coup, maintenant, ils ont compris, donc notre proposition de valeur, elle va se passer plutôt là-dessus. Et la proposition de valeur, ils l'ont déclinée ici. Et donc, on a pu faire la carte Aziz, donc ça veut dire telle que c'est aujourd'hui, avec plein d'acteurs qui ont des points roses, donc qui souffrent, et la carte de demain, idéalement, avec leur solution quelque part dans le système, et donc il n'y a plus de points de rose nulle part, et tout le monde est super heureux, et ils ont dégagé plein de valeurs. Et donc là, en fait, je voulais vous montrer ça, parce qu'en fait, c'est du design, c'est exactement les mêmes procédés que j'ai utilisés pour ça, pour mon premier projet avec mon logo et mon deuxième projet avec mon appli et le niveau d'intimité. Mais sauf que là, ce qu'on a designé, en fait, c'est leur vision à eux. Et donc voilà, du coup, voilà, pour vous montrer un petit peu comment là, le design, dans mon cas, rentre un peu dans l'organisation. Oui, en fait, ce que tu montres aussi, c'est que les livrables de représentation de données sont assez intéressants à présenter dans un portfolio, même si on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est qu'au moins qu'on puisse comprendre que le rôle de l'UX, c'est aussi de synthétiser, de rendre accessible, visible, compréhensible de la donnée, pour aider les équipes à comprendre, se situer dans le projet. Donc, en fait, nos livrables sont en ça déjà assez visuels, même si ce n'est pas des super belles illustrations. Mais bon, toi, tu mets un niveau plus haut et du coup, c'est tout en ton honneur. Mais ouais, il ne faut pas hésiter à montrer des choses, même si on ne voit pas le détail. Mais c'est qu'au moins, on comprend. Parce qu'on a souvent ce problème-là aussi de. Quand les projets sont sous NDA, comme tu dis, on ne peut pas les présenter au public. C'est dommage de ne pas pouvoir les présenter quand même dans son portfolio. Donc, donc là, comme tu l'as présenté, ça peut être suffisant, quoi.
ça peut être suffisant. Et puis, du coup, c'est aussi une façon d'en discuter après avec le client. Enfin, qu'est-ce que j'ai le droit de présenter, qu'est-ce que j'ai pas le droit de présenter. Et donc, du coup, ça devient ça devient un jeu de contraintes. Un jeu de contraintes, ça veut dire des opportunités d'être créatif. Du coup, ça devient du design en soi, quoi. Enfin, il y a une histoire à raconter qui est différente, peut-être, mais qui est pas, pour moi, pour le coup, moins intéressante. Et tu voulais nous présenter un autre projet? Non, c'est tout. Je voulais vous en présenter 3. Et donc, ça y est, j'ai tenu mon temps que j'avais prévu. C'est parfait. Je peux passer sur comment, effectivement, à partir de tout ça, je réfléchis à des portfolios, typiquement. Ça marche. Du coup, effectivement, oui, donc, en tout cas, c'est un bon point, Pauline. C'est vrai que les livrables en soi, c'est quelque chose qui peuvent être intéressants. Moi, sur mon bureau, j'ai toujours un dossier dans lequel je mets des livrables que j'aime bien. Et du coup, comme ça, je suis prêt à dégainer, en fait, s'il y a un client qui me parle d'un truc et tout ça, je peux dire, ah tiens, regarde, j'ai un projet, voilà le livrable que j'avais, et du coup, il se projette, tu vois, il dit, ah ouais, ce truc-là, effectivement, ça me permettrait d'aller plus loin. Donc là, typiquement, c'est assez difficile d'expliquer un projet comme celui-ci, ou plutôt la valeur que je peux apporter à quelqu'un qui est dans une situation comme ces gens-là, parce que c'est difficile. En gros, là, je les ai aidés à co-designer leur vision, mais en tant qu'entrepreneur, la vision, c'est un peu un truc sacré. On n'a pas envie que quelqu'un d'autre y touche trop, quoi. Et pourtant, ça leur a amené de la valeur. Donc, c'est difficile là pour moi de vendre ce truc-là. Comment je le mets dans un portfolio? Et j'ai pas encore vraiment la réponse. Je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Mais du coup, par rapport au portfolio, si je reviens sur mon portfolio que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure avec les Young Swiss Designers, un des premiers portfolios du coup, c'est pas un des premiers parce qu'on parlait tout à l'heure des portfolios que j'ai fait en Flash, que je peux plus ouvrir. Et du coup, les solutions Adobe qui existent aujourd'hui pour quand même trouver des alternatives. Mais bon, du coup, celui-là, c'est un qui est un peu stable parce que je l'ai fait sur un site qui s'appelle Cargo Collective et qui est un site assez facile, qui existe depuis une dizaine d'années et qui me demande pas vraiment d'efforts. La façon dont j'ai construit ce portfolio et dont je construisais mes portfolios jusque-là, c'est en gros, je prenais les projets que j'aimais bien dans un dossier, puis je les regardais et à un moment, et puis j'essayais de faire un petit peu, qu'est-ce que c'est les patterns qui apparaissent, quoi. Et donc là, par exemple, je vais avoir des patterns, je vais me rendre compte que celui-là et celui-là, ils ont tous les deux un peu du X, quoi, dedans. Et celui-là et celui-là, ils ont de l'illustration, par exemple. Ou il y en a d'autres qui ont de l'identité. Et ces patterns, une fois que je les ai identifiés, ça va me faire des catégories. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à essayer de raconter l'histoire. Donc, c'est quoi l'histoire qui me définit, quoi? Je vais être quelqu'un, un peu l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, quoi. Je commençais un peu dans le code, puis après, je suis passé dans le graphisme, puis de là, je suis rentré dans l'UX et le service design, etc., quoi. Donc, du coup, ça va me permettre de raconter un peu, de me raconter à travers mon portfolio, quoi. Et donc là, c'est un portfolio qui est très graphique, quoi. En fait, si on clique sur logo, on va avoir des logos, mais il n'y a aucune explication parce que voilà, c'est comme ça que je le vivais. Ou si on clique sur une illustration, pareil, une infographie, il y a une infographie. Et il n'y a pas plus d'explications vraiment là-dessus. Parce que c'est comme ça un peu que je racontais les choses à l'époque. Et du coup, si je le fais un peu en mode Miro, attendez, hop, je fais. Non, c'est pas ça. Voilà, je peine. En gros, moi, je me voyais UI, puis ensuite j'ai été UX, puis ensuite j'ai été CX, donc CX c'est Customer Experience, donc c'est un peu ce qui se passe en dehors de l'écran. Et puis aujourd'hui, je suis plus sur des choses, des fois, de l'ordre de l'organisation, design d'organisation, quoi. Et moi, en gros, c'est comme ça que j'ai vécu mon entrée dans le monde du design. Et du coup, c'est comme ça que pendant longtemps, en tout cas, je le racontais, quoi. Donc typiquement, c'est quelque chose un petit peu de l'ordre de mon design du journée, quoi. Si je veux le mettre comme ça. Et donc mes portfolios, ils étaient un petit peu de l'ordre de design journée. Depuis, je suis un petit peu en transition. J'ai été pas mal freelance, puis je suis devenu design directeur d'agence, puis j'ai été consultant.
Et donc, du coup, je me suis fait, là, en l'occurrence, un petit portfolio. Ah non, pardon, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est un deck que j'ai fait pour une proposition commerciale pour un acteur qui cherche à créer une convention citoyenne. Donc c'est quelque chose de pareil, a priori, on dirait pas forcément que c'est du design. Et donc pour eux, je vais poser une approche. Donc, je vais leur dire, vous voulez faire un conseil citoyen, pour ça, je vais faire des ateliers, et avant ça, je vais faire un petit peu de la recherche. Et pour pouvoir arriver à me vendre, je vais dire voilà qui je suis, et voilà des projets un petit peu de l'ordre du citoyen, un petit peu de l'ordre de la formation et de l'ordre des missions, qui sont un peu dans le style et qui montrent que quand même j'ai des références un petit peu là-dedans. Et à chaque fois, je vais mettre une date, un petit descriptif. Un petit descriptif et le nom pour qui j'ai fait. Donc là, je rentre vraiment pas du tout dans le détail. C'est une façon que j'ai, un parti pris que j'ai choisi de ne pas rentrer dans le détail de ce que j'ai fait. Et c'est une façon aussi justement un peu de passer cette histoire de NDA, parce que du coup, il y a des projets que j'ai fait en agence. Par exemple, Action contre la faim, je l'ai fait dans une dernière agence. Je ne peux pas montrer le détail de ce que j'ai fait parce que je suis encore sous NDA là-dessus. Mais du coup, je peux juste le mentionner, quoi. Et à côté de ça, moi, je vais avoir une sorte de portfolio, quoi. Donc, vous voyez, design portfolio, dans lequel je vais avoir différents niveaux de me présenter moi-même. Donc là, je me présente un peu en light, là, je me présente un peu plus grand. Et je vais avoir les différents chapeaux que j'ai eus dans ma vie. Donc, j'ai été design director pour plusieurs agences, et voilà ce que je faisais, et voilà quand est-ce que je le faisais. J'ai été formateur pour plusieurs écoles, et voilà ce que je faisais, et voilà quand est-ce que je le faisais. Facilitateur, service designer, UX designer, graphic designer, développeur. Et puis même, quitte à aller plus loin dans les histoires de CV, il y a même les écoles. Donc, ce n'est pas forcément des slides que je vais utiliser dans mes propositions, mais typiquement, c'est un truc, je pourrais presque l'envoyer tel quel si un jour je décidais de travailler pour Adobe, par exemple. Je pourrais dire, voilà en gros qui je suis, quoi. Et je suis super, et embauchez-moi, quoi. Et donc là-dedans, je vais aussi avoir tout ce que je fais en craft. Donc, je vais produire du UI. Donc, voilà quelques UI que j'ai fait. Voilà quelques éléments du UX que j'ai fait, quelques éléments de design d'interaction, de data visualisation, de logo et d'illustration, et des choses peut-être de l'ordre un peu plus de code, quoi. Et après, il y a les cases. Et donc là, les cases, typiquement, ce que je vous ai montré, c'est des cases en mode minimum. Puis après, je pourrais avoir des cases un peu plus aboutis, où je vais parler, voilà quel était le challenge que j'avais au départ, voilà l'approche que j'ai mis en place pour résoudre ce challenge, et voilà le résultat que j'ai obtenu. Et donc là, c'est vraiment une approche un peu plus consultant, en sachant que le résultat, il y a plusieurs niveaux. Il y a ce que j'ai fait, enfin voilà le prototype que j'ai eu à la fin, et le niveau d'après, c'est voilà le résultat que mon client a obtenu. Donc là, typiquement, Dr Sport, ils ont été téléchargés 10 fois, ou Delmonicos, la boîte que j'ai aidé à aligner sa vision. J'ai appris aujourd'hui qu'ils ont fait une levée de fonds, et je pense mon travail a contribué à ça, quoi. Et donc, c'est un vrai résultat concret qui peut aider d'autres entrepreneurs à se dire, ah ouais, donc ils ont fait une levée de fonds un mois après, et donc c'est quand même un truc qui marche. Et donc, du coup, si je reviens sur mon Miro, alors je ne sais pas si là, il va... Voilà, donc, hop. L'approche que j'aurais, du coup, plutôt aujourd'hui, plutôt aujourd'hui, à ce moment-là, en tout cas, c'est de dire, en fait, moi, je fais des sortes de prototypes digitaux, ou non digitaux, d'ailleurs. Et pour ça, je vais faire des ateliers. Et pour ça, je vais faire de la recherche. C'est une petite bulle et une petite loupe et un petit téléphone. J'ai compris, t'inquiète. Je suis designer, quoi. Et donc, du coup, attendez, je le duplique. Ici, je suis peut-être plus dans un truc de l'ordre du design process, dans la façon dont je vais présenter les choses, quoi. Donc là, je vais me présenter, en gros, moi, et là, je vais présenter plutôt ce que je fais. Donc, en fait, ici, ça serait un peu ce que je suis. Alors, le portfolio, il dit ce que je suis, et là, il va dire ce que je fais. Donc, ça évolue un petit peu. Hop, voilà.
Et de là, en fait, moi-même, je suis en fait pas mal donc, juste pour donner aussi la fin de l'histoire, donc j'ai été design director, puis consultant, et il y a 2 ans et demi, j'ai déménagé en province. Il y a eu le Covid, j'ai eu un nouvel enfant, et donc tout ça a fait que j'ai été dans une période qui était assez idéale pour remettre un peu les choses en question et essayer de voir comment je voulais me repositionner. Et c'était un peu une sorte de chrysalide, en fait, en quelque sorte, où je sens que quelque part, tout est un petit peu déstructuré dans ma façon de voir les choses aujourd'hui, mais c'est en train de se reconstruire dans le cocon. Et à l'issue de ça, j'aurai un truc vachement chouette, mais qui est un peu différent de la façon dont je voyais les choses. Donc du coup, Pauline, tu le sais, quand on a discuté de faire ce truc-là, je me disais, ouh là là, mais je sais pas comment je vais présenter un portfolio. Moi, c'est le gros bordel dans ma tête aujourd'hui. J'arrive pas à dire ce que je fais ou ce que je suis ou quoi. Et en même temps, j'arrive à être quand même assez clair sur ce que j'ai envie. Enfin, je vois bien que le design, c'est quelque chose que j'adore. On a parlé aussi tout à l'heure, avant que ça commence, sur le fait qu'au fond, pour moi, le design, c'est un peu un truc méta qui me permet de ranger tous les trucs que je fais et que j'aime bien faire, et que c'est quelque chose de très vivant, et que c'est ça que je veux garder, en fait, c'est le côté un peu vivant de comment on crée, etc. Là où quand j'avais tendance à présenter, en fait, ce que je fais, c'est une sorte de méthode, je perdais le truc vivant, en fait, parce que la méthode, ça devient mécanique. Et pour moi, le design, il va toujours s'échapper de ce truc mécanique à un moment ou à un autre, quoi. Mais en même temps, je peux rajouter quelque chose. Ce qui est intéressant, je pense qu'on a la même manière de fonctionner, c'est qu'on accepte le bordel, tous les doutes et les questionnements, parce que c'est ça c'est le terreau, c'est la vie, quoi. C'est normal, on assume, quoi. Mais on a besoin de synthèse, donc de méta, vraiment de synthèse très... ce que tu mettais, ce que je suis, ce que je fais, c'est un très haut niveau. Et ce qui nous permet, parce que soit on a la flemme, soit on sait qu'on n'a pas envie de passer trop de temps, mais aussi on a envie de rendre le truc lisible et très accessible, de ranger en fait après tous nos projets ou ce qu'on est en fait assez facilement dans ces catégories. Parce que nous, on sait que ça va nous simplifier la vie et ça va simplifier l'accès. Mais pour arriver à cette synthèse ultime de catégories, ça prend un peu de temps. Et du coup, on va y arriver. C'est comme le processus design, quoi. On dit toujours. Non, mais c'est vraiment ça. On va filtrer. Ça prend du temps parce que c'est un processus de maturation. Et moi je me rends compte que j'accepte pas, en fait, que ça prenne du temps. Mais tu vois, une pomme, elle va pas tomber de l'arbre tant qu'elle est pas mûre, en fait. Et il faut juste accepter ça, en fait. Le truc, il mûrit et puis ça prend le temps. Et tant pis si toi, moi, en l'occurrence, j'ai envie d'aller que ça aille plus vite et que j'ai un super site à vous montrer, je suis pas prêt, en fait. Et je pense qu'en fait, le gros point que je réalise aussi en faisant ce travail un peu de portfolio, c'est que dans ce travail on prend les projets qu'on aime bien, on trouve un peu les patterns. Ce qui va être vraiment ultime, c'est le moment où ces patterns commencent à nous raconter une histoire. Et du coup, en fait, ce qui est cool, c'est l'histoire qu'on va raconter derrière. Et on veut pas, tout le monde aimerait bien avoir une histoire objective, mais en fait, les histoires objectives, les histoires que tout le monde raconte, c'est pas marrant, en fait, parce que tout le monde les raconte et du coup, elles deviennent pas très vivantes, quoi. Ce qui est plus marrant, c'est les histoires un peu subjectives où, voilà, moi comment je lis le design aujourd'hui. Et typiquement, aujourd'hui, moi, si je fais ce travail-là, donc j'ai fait un peu ce travail-là, notamment à cause de toi, Pauline, merci encore. Mais du coup, ça me fait vachement. C'est génial parce que du coup, là, je vais re-rentrer dans mon portfolio et du coup, j'ai fait des maquettes hier et avant-hier. Je me suis dit, ah ouais, c'est génial, j'ai une nouvelle histoire à raconter. Et l'histoire que je raconte aujourd'hui, c'est que finalement, on a une organisation, elle va produire un truc, donc peut-être une application, peut-être un service, je sais pas, en fait, elle va produire un truc. Et en fait, à l'intérieur de cette organisation, y a les gars là, de Delmonicos que j'ai vus. Et en fait, ces gars-là, ils réfléchissent, ils se disent, non, mais en fait, nous, notre but, c'est de faire ça et ça et ça. Et donc, ils ont une sorte de vision, quoi. Donc, tu parlais aussi de Sénèque tout à l'heure, dans le off, on avait évoqué ça. Donc, il y a vraiment, on sait ce qu'on veut faire, on sait pourquoi on veut le faire. Même à la limite, on sait avec quelle valeur on porte. Et ça, c'est important, c'est le cœur de notre organisation. Et puis, entre les deux, y a le comment on va le faire. Tu vois. À la limite, y a des gens qui commencent par le comment, il y a des gens qui commencent par le quoi, il y a des gens qui commencent par le pourquoi. Mais globalement,
les entreprises, les entrepreneurs, ils détiennent un peu ces 3 trucs-là, normalement. Et c'est là où je pense que je me trompais pendant longtemps, c'est que j'avais l'impression qu'ils ne comprenaient rien à ces trucs-là et que c'est moi qui allais le faire. Non, eux, ils ont une vision de leurs produits, ils ont une vision de leur process, ils ont une vision de leur vision. La difficulté qu'ils peuvent avoir, en réalité, c'est qu'en fait, en face de ces trucs-là, il y a des gens. Ici, il va y avoir des utilisateurs. Ici, il va y avoir des collaborateurs. Et ici, il va y avoir des parties prenantes. Et à chaque fois, ces gens, en fait, ça, c'est la dimension humaine et c'est difficile à gérer. Et moi, en tant que designer, je sais créer des systèmes qui permettent d'inclure les utilisateurs dans le produit, en faisant de la recherche utilisateur, en faisant du test utilisateur, en faisant de la co-conception, mais également les collaborateurs dans leur process, pareil, en faisant à peu près la même chose d'ailleurs, et également les parties prenantes, ce que j'ai fait avec Delmonicos. Et donc, du coup, une histoire que je peux raconter aujourd'hui, donc là, j'ai fait une maquette un peu à l'arrache, mais je vous la partage quand même, c'est du style, quelque chose un peu de cet ordre, vous savez, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que votre produit fait, enfin, c'est quoi votre produit, comment vous le faites, pourquoi vous le faites, mais peut-être vous avez des difficultés à l'aligner avec vos clients, avec votre équipe, avec vos parties prenantes. Et donc, du coup, en fait, ce truc-là, donc là, je vous refais en plus propre ce que je viens de vous montrer. Moi, je peux vous aider à designer vos produits avec vos clients, avec la perception de vos clients, avec vos process, avec les contraintes de vos collaborateurs et votre vision, aligner votre vision avec vos parties prenantes et leurs enjeux. Et donc, du coup, je peux parler de nous. Donc là, c'est encore en work in progress. À partir de là, je peux montrer différents projets qui vont être plus dans le détail. Donc, là, ce jeu de petites cartes, je vous montre rapidement, mais donc mon site actuel avait déjà un petit peu ce jeu de cartes. Il était un peu dans mon ancienne façon de penser, un peu consultant. Au passage, je vous montre une mauvaise pratique, c'est de mettre une date dans votre portfolio parce qu'en 2021, vous n'avez pas forcément le temps de le changer et du coup, il paraît complètement has-been. Mais bon, du coup, j'avais un petit peu cette idée déjà un peu à l'époque de mes projets. Ils ont un logo un peu chacun et quand on clique dessus, il y a un peu ce truc, c'est quoi le contexte, c'est quoi l'approche. Et donc là, à l'époque, consultant, je me disais plutôt prochaines étapes. Aujourd'hui, je serais plus en mode directeur d'agence à dire qu'est-ce que mon client a gagné en fait grâce à ça, quoi. Et puis après, il y a toujours cette idée de collectif avec différentes personnes qui ont travaillé avec moi sur le projet et chaque personne, ils ont un certain nombre de projets. Donc voilà. Ce layout a comme visée de terminer dans mon site. Et donc voilà un peu où j'en suis aujourd'hui. Très bien. Est-ce que tu veux nous présenter quelques petites inspirations? Ouais, alors du coup, j'ai quelques petites choses du coup que là, j'ai benché un petit peu justement dans cette idée de refonte. Il y a des agences un peu qui m'intéressent. Il y a aussi des free, il y a aussi des consultants. Enfin, vous avez compris, du coup, je suis un peu encore dans les 3 mondes, même si je me dirige de plus en plus vers ce 3e truc qui est, je commence à accepter l'idée que je gère une boîte, en fait. Donc là, dans les boîtes que j'aimais bien, il y avait notamment Blink, qui est une boîte qui fait des trucs assez chouettes dans pas mal de domaines. Ils ont beaucoup de cases. Là, ils ont cette baseline qui, pour moi, est pas mal, mais bon, le problème, encore une fois, c'est que la difficulté, c'est de trouver une histoire qui nous appartient vraiment. Et en même temps, la difficulté des agences, c'est qu'ils ne peuvent pas non plus être complètement dans un truc très individuel, ce que les freelances et les consultants peuvent faire, parce que malgré tout, ils sont dans un marché et du coup, ils doivent s'adresser à d'autres dirigeants de boîtes qui ne comprennent pas forcément tout ça. Mais bon, ce que j'aimais bien avec eux, en tout cas dans leur case, c'est qu'en fait, ici, on voit, il y a des cases où ils ont un peu des animations comme ça, puis il y a des cases où ils n'ont pas. Et en fait, quand je rétro-ingénierie par rapport à mes propres problèmes, je me dis que c'est parce qu'ils n'avaient pas le temps de les faire, 2, parce qu'ils n'avaient pas les DNA qui leur permettaient, l'autorisation de Microsoft et de Mastercard de montrer le projet. Mais malgré tout, ils communiquent sur le fait qu'ils ont fait un truc avec eux, à peu près au niveau que je vous montrais de ce que j'ai fait chez ACF avec iWorks. Mais par contre, je ne vais pas en dire plus parce que je ne peux pas. Mais je vous dis quand même, j'ai fait des trucs avec eux parce que ça, j'estime que je peux.
Et donc, du coup, ça, je trouve que c'est vachement malin, en fait. Et c'est quelque chose, je pense, que je réutiliserai dans mon site. Et après, leur quai, je les trouve aussi assez bien faits. Donc, voilà, une petite animation sympa. Il y a un petit résumé. Tout de suite, le challenge. C'est quoi le problème qu'ils ont à résoudre? Bon, quelques chiffres sur la NASA, voilà. Quelques belles images et quelques belles citations. Ensuite, le process. C'est quoi les choses qu'ils ont mis en place? Et donc là, ils avaient des datas pures, ils ont fait de l'UX là-dessus. Donc là, en gros, ils devaient valoriser les données de la NASA. Et donc, comment ils vont mettre ça en... C'est quoi les données qu'ils ont? C'est quoi les besoins que les gens pourraient avoir par rapport à ces données, etc. Et enfin, le résultat. Et donc là, peut-être, c'est là où il y a le biais un peu que peuvent avoir les agences ou les free parfois, c'est de parler de ce que ça leur a apporté à eux. Là où, moi, ça me paraît de plus en plus intéressant de comprendre qu'est-ce que ça leur apporte qu'est-ce que ça apporte aux clients. D'ailleurs, je ne vous ai pas du coup dit, là, si je reviens là-dessus, ici, en fait, pour moi, on est dans ce troisième truc, on serait vraiment sur un truc des besoins de l'organisation. Et du coup, la question ici, c'est plutôt ce que j'apporte. Et là, il y a vraiment un truc de dissociation qui est pénible pour moi, qui est évident en même temps quand j'en parle, parce que pour moi, c'est ce que je raconte à tous mes clients depuis 10 ans. Il faut penser aux clients, il faut se mettre point de vue client, qu'est-ce que c'est centré utilisateur et tout. Et là, je commence à arriver, donc le processus de maturation qui a pris 10 ans, à qu'est-ce que j'apporte en fait à mon client. Donc le résultat, pour moi, ici, ça devrait être qu'est-ce que j'apporte au client et pas qu'est-ce que j'en ai tiré, moi, comme résultat, quoi. Deuxième portfolio, c'est un portfolio de UX Researcher qu'on aimait bien, qu'on aimait bien avec des gens de mon collectif. Notamment, on aimait bien parce que justement, il commence par se présenter. Et donc, c'est hyper clair, en fait. Je vais parler de moi, je vais parler de 3 cas. Et donc, mon portfolio, c'est un PDF, c'est tout bête. Je peux vous le partager en lien, d'ailleurs, vous voyez, là, je l'ai en lien. Et vous allez commencer par en savoir un peu plus sur moi. Et donc, c'est hyper clair la façon dont il parle de lui. Et c'est hyper UX aussi dans le sens où je ne vous balance pas direct mes travaux. Je vous dis un petit peu dans quelle histoire ça se passe. Et du coup, c'est un peu le travail de l'histoire dont on parlait tout à l'heure. Lui, c'est comment je travaille, c'est quoi les méthodes que j'utilise. Voilà, je vous montre un peu des méthodes CARD avec des niveaux de complexité. Il parle un peu de lui, en fait, de sa façon de voir le travail. Mais du coup, on arrive mieux à le cerner. Et puis, voilà, il y a un truc international. Donc, tout de suite, ça peut parler à des gens qui ont aussi cette dimension-là. Et ensuite, il a 3 cas. Et à chaque fois, il va parler, c'est quoi l'overview, c'est quoi le setup qu'il a fait, quelques close-up, quelques méthodes et qu'est-ce qu'il a appris. Donc, ouais, je trouvais qu'il était très, très bien structuré pour un portfolio de freelance. Et donc, pareil, ça m'inspire un petit peu pour la structure des cas d'usage que je vais faire. Et le dernier dont je voulais vous parler, et je crois qu'après, je ne vais pas dépasser plus le temps, c'est un portfolio de UX Writer. Donc, il est pas forcément graphique. Voilà, on aime ou on n'aime pas, il a un style très typewriting, quoi, parce que c'est une UX Writing. Mais pour nous qui sommes, pour moi en tout cas, UX qui vient de l'image, j'ai rencontré beaucoup d'UX qui venaient de l'image, et souvent les mots, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Et pourtant, ça fait partie de l'expérience. Et elle introduit vachement bien ça. Word alone are not enough. Donc, elle ne dit pas que son métier, c'est le plus important, mais nor his design. Elle dit, mais par contre, les designers non plus, vous n'êtes pas les plus importants. Il faut qu'on travaille ensemble, quoi. Et elle s'adresse très vite à des entreprises qui veulent mettre en place des stratégies autour des mots un peu plus efficaces, un peu plus UX, mais également à des gens qui sont dans l'écriture qui voudraient travailler de façon plus UX. Et là, elle a fait quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, justement en parlant de voilà les problèmes que tu peux avoir, que j'ai compris que tu pouvais avoir, et en prenant un petit peu de mon temps sur un petit call, voilà ce qu'on pourrait commencer à discuter, et voilà ce que je peux t'apporter en fait. Donc là, c'est vraiment la structure que j'ai récupérée pour mon portfolio. Je trouve que c'est super de partir de l'autre et de ses problèmes, un peu de déminer les peurs qu'il pourrait avoir sur on va rentrer en relation, mais tout de suite tu vas vouloir me vendre un truc. Non,
On va juste avoir une discussion, on va discuter, voir un petit peu c'est quoi tes problèmes. Et de là, il y a peut-être des choses sur lesquelles je pourrais t'aider ou peut-être pas, et on en restera là, quoi. Donc ça, je trouve ça super bien fait. Et même son Contact Me, il est super. Shall we work together avec elle? I'd love to hear how you can I can help you in your business when I receive your message. Je vais créer un premier call, et donc c'est pas tout de suite ce formulaire un peu relou, mais il y a vraiment un espèce de truc qui est un peu descendant qui fait que ça va être très agréable de travailler avec cette personne. Voilà un peu. Très bien. Ouais, c'est cool. Ouais, du coup, tu nous as bien présenté. Ouais, ça, c'est vrai que pour les UX, c'est vraiment important d'avoir vraiment l'aspect méthodologique, le côté qui se déroule peu à peu, le progressive disclosure. C'est un composant qu'on connaît bien. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment se l'appliquer dans tout. Hein. C'est vraiment du bon sens, finalement, qu'on peut appliquer à tout. Donc, voilà. Adaptez-le à vos clients. Et questionnez vos clients aussi pour être bien sûr que vous avez bien compris leurs problématiques pour ensuite voir si vous pouvez vraiment y répondre. Donc, shall we work together, quoi. Shall we work. Alors, on va passer aux outils et puis après, on parlera de ta stratégie de com qui n'en est pas une, mais qui est intéressante à explorer. Alors, Olivier, tu vas nous parler d'Aéro et là, on va tous triper. Tout à fait. Oh là là, j'espère. Non, vous verrez, c'est très, très sympa. Il y a moyen de faire des choses très chouettes. Alors, je vais commencer par partager normalement, partager l'écran. Et si je fais ceci, vous devriez voir mon iPad. Donc, a priori, oui, puisque je le vois sur le retour. Yes. Parfait. Donc, Adobe Aero, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va vous permettre de vous amuser avec la réalité augmentée. Mais pas que vous amusez comme on va pouvoir le voir. Donc, qu'est-ce que c'est que la réalité augmentée? C'est, on va rajouter une couche sur le réel. Donc, ça peut être une couche 2D, 3D, avec de la profondeur, avec des animations. Donc, on va voir tout ça. Donc, on lance le logiciel. Donc là, je suis sur iPad, hein. On a une interface classique. On a tout de suite, évidemment, le petit tutoriel si on veut pour suivre la visite interactive. Et je vais tout de suite faire le petit plus en bas. Et là, je vais avoir une détection de surface. Donc là, je cherche une surface. Voilà, il m'a trouvé une surface qui va me permettre d'ancrer l'objet dans la réalité. Donc là, j'ai juste validé la surface que je souhaite utiliser. Évidemment, ça peut être n'importe où. Donc, vous voyez mon superbe bazar sur mon bureau. Je peux donc ensuite, grâce au petit plus, ajouter. Donc, je vais faire. Le logiciel est directement avec. Alors, attendez, je vais peut-être enlever le petit. Je ne sais pas si je peux enlever ça. Bon. Le logiciel Fais un commande F. Fais un commande F. Commande F. Voilà, et maintenant tu peux le pousser. Il est déjà poussé, parfait. Ouais, toujours avoir Stéphane avec soi pour les bonnes astuces. Donc, vous allez voir que le logiciel est directement livré, j'ai envie de dire, avec tout un tas d'objets qu'on va pouvoir utiliser. Donc, si par exemple, je prends, on va prendre de nature et plantes, donc voilà, je peux prendre, pourquoi pas, ce petit arbre mort. Donc, et ensuite, je vais pouvoir le placer, le redimensionner, juste avec un pincé, comme toutes les actions tactiles classiques. Et une fois que j'ai validé, on voit que l'objet est directement présent virtuellement sur l'endroit où j'ai décidé qu'il allait se positionner. Donc déjà, je vous laisse entrevoir les possibilités que ça peut donner, de pouvoir mélanger la 3D avec le réel. Alors, autre chose pour aller un petit peu plus loin, il y a plein de possibilités, bien évidemment, mais vous allez pouvoir... Alors, il y a tout ce qui est déplacement, rotation, redimensionnement, donc très, très simplement. Mais on va aussi, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est pouvoir ajouter des comportements. Alors, un comportement, c'est quoi? C'est une action qui va se dérouler lorsqu'un déclencheur va être activé. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter un déclencheur ». On va dire que le déclencheur, ça va être appuyé. Et donc là, il va me proposer d'ajouter une action. Donc, j'ajoute une action et par exemple, on va dire faire tourner. Faire tourner. Là, je peux faire un petit play pour voir s'il se passe quelque chose. En effet, il se passe ça. Donc, je valide. Là, j'ai bien un déclencheur et une action. Et donc, maintenant, une fois que j'ai fait ceci, il me suffit d'aller dans Aperçu. Et là, dans Aperçu, je vais avoir ma même scène, évidemment, avec l'action qui est testable. Donc, je vais pouvoir
appuyer dessus, normalement. Hop, voilà. Et quand je clique dessus, il y a bien la rotation que je lui ai indiquée. Alors, pourquoi passer en mode aperçu? Parce que le mode aperçu, ça va vous permettre d'avoir accès à également un screenshot, également un enregistrement vidéo. Et ça, c'est super pratique justement pour la présentation de projet, parce qu'on va voir que, évidemment, on peut charger des objets 3D, mais pas que. Donc, je vais supprimer cet objet. Voilà. Donc, je rajoute du coup, dans les ressources, vous avez illustration à calque, et c'est là où ça devient très intéressant pour nos amis illustrateurs, c'est que je peux donc choisir, excusez-moi, je tremble un petit peu, du coup je vais essayer de le maintenir droit, voilà. Donc je vais placer la ressource toujours sur la même surface qu'il a détectée, et quand je vais cliquer dessus, j'ai une nouvelle option qui apparaît qui s'appelle calque, et quand je clique sur calque, je vais pouvoir décaler, voilà, décaler les calques dans la profondeur, si j'ai besoin. Donc une fois que j'ai fait, hop, et je vais pouvoir, comme ceci, me promener à travers les différentes couches des calques. Donc, fichier PSD, tout simplement, import direct, et vous pouvez séparer les calques pour ensuite vous promener dedans. Alors, tout ceci, qu'est-ce que ça permet? Ça permet, prenons un exemple concret, vous voulez présenter un travail qui va être, par exemple, le redesign d'une boutique. Il vous suffira de prendre la boutique en photo, et puis à ce moment-là, de mettre un déclencheur de proximité, c'est-à-dire que lorsque vous allez rapprocher la caméra, enfin pas rapprocher la caméra, pardon, lorsque oui, vous allez avoir la photo sur un écran, vous allez rapprocher l'iPad de l'écran, et à une certaine distance, votre design va apparaître. Donc ça permet de présenter, et évidemment, vous pouvez enregistrer tout ça en vidéo. Donc ça vous permet de présenter des projets vraiment concrets avec de la réalité augmentée. Alors, donc ça, c'est la version donc des fichiers PSD. Il faut savoir que vous pouvez également, et c'est où ça devient, j'ai envie de dire, presque encore plus intéressant, donc on va le supprimer celui-ci. Alors, les déclencheurs, il y a tout un tas d'actions, parce qu'il y a par exemple, je vais essayer de retrouver une de souvenirs. Il existe des, voilà, si par exemple, je prends le tyrannosaure. Moi, j'ai toujours aimé les tyrannosaures. Hop, donc je le grossis un petit peu, voilà. Et lui, il a des animations. Donc normalement, je crois que... Ah non, il faut que je mette un déclencheur, je vous prie de m'excuser. Donc je vais du coup, hop, voilà, quand je fais comportement, déclencheur, j'appuie, et quand je vais appuyer, l'action, ça va être lancer l'animation. Voilà, tout simplement. Je valide. Vous voyez que c'est très simple, hein. On peut mettre plusieurs déclencheurs également, bien sûr, hein. Donc là, j'ai mon tyrannosaure, donc bien évidemment, je peux me promener autour, et quand je vais le toucher, voilà. Donc, vous avez vu qu'on peut combiner animation, déclencheur, il y a tout un tas de choses. Là, pour le coup, après, avec de l'imagination, on peut faire énormément de projets super intéressants. Autre possibilité, d'où je vous rappelle que dans la suite, nous avons également un outil qui s'appelle Dimension. Et Dimension, si je vous montre ici, là, j'ai ouvert un petit projet d'une tasse à café, tout bêtement. Et cette tasse à café, je vais dans Dimension directement, quand je vais cliquer ici, je vais pouvoir l'exporter, la sélection vers Aero. Alors là, je l'ai déjà fait en avance pour pas que ça prenne trop de temps pour vous le montrer, mais juste ça va l'exporter dans mon Creative Cloud, parce que là, quand je vais faire plus Creative Cloud, je vais avoir ma tasse à café. Voilà, là, il n'y a pas d'aperçu, mais on va voir qu'elle est bien là. Et donc, directement, j'ai donc fait... on va faire un truc un petit peu... Voilà. Et donc, je me retrouve avec une tasse à café plus vraie que nature sur mon bureau, comme on peut le constater. Ça, c'est pour montrer qu'il est tout à fait possible d'interopérer entre des outils comme Dimension, mais pas que. Il y a également, nous avons également un service qui s'appelle Mixamo. Mixamo, ça va vous permettre de créer des animations, enfin d'ajouter un squelette sur vos personnages 3D pour ensuite leur appliquer des animations. Alors, il y a déjà tout un tas d'exemples qui sont fournis, bien évidemment. Et vous voyez ici qu'il y a un petit bouton « Send to Aero ». Et donc, de même, comme j'ai fait pour la tasse à café, vous allez pouvoir récupérer votre fichier 3D dans Aero directement. Si vous vouliez savoir s'il était également possible de faire
de passer par d'autres logiciels, oui, c'est tout à fait possible. Je vais prendre un petit exemple rapide. Voilà, typiquement, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Magica Voxel, pour ceux qui connaissent, qui permet de faire du pixel art en 3D, des voxels, donc. Et voilà un projet que j'ai fait dedans. Il suffit de... On ne voit pas ton écran. Je vous prie, m'excusez, oh là là, catastrophe. Merci Stéphane. Et oui, parce que je ne suis pas repassé sur QuickTime. Voilà, donc normalement, hop, voilà. Merci Stéphane. Donc, j'ouvre fichier, du coup, je vais sur mon... Voilà, et je peux placer mon projet et me promener dedans comme bon me semble. Donc, réalisé avec Magica Voxel, un logiciel gratuit que j'ai ensuite exporté, et je peux donc tout à fait le réutiliser dans Aero. Alors, il y a des possibilités également de mettre des encres. Mais alors là, j'ai pas de fichier de démo. Stéphane, je ne sais pas si tu sais s'il y a des fichiers de démo pour les encres qui sont fournis dedans, mais je ne crois pas. Non, j'ai oublié de t'envoyer le petit exemple que tu as fait sur une vitrine, en fait, où je remplace un magasin dont il n'y a plus, qui est à vendre, en fait. Et donc, en tant qu'architecte, par exemple, on prend la photo du magasin, de la façade, et on peut l'ancrer, et ce qui fait que quand on passe avec son téléphone, eh bien, il va swapper, en fait, par un design que l'on a mis en 3D ou en 2D, en fait, par-dessus, pour donner, par exemple, quelque chose. Et j'ai oublié de te donner ça avant la session. Eh bien, ce n'est pas Mais grave. vous pouvez déjà imaginer, en fait, voilà. Voilà comment ça marche. Donc, dans ce cas-là, c'est dans les 3 petits points, en fait, où on a la possibilité maintenant, sur l'iPad, c'est tout en haut, l'encre. Oui, tout en haut, là. En fait, on définit quelle est l'image que l'on cherche, et ensuite, ça affichera automatiquement dès que cette image-là, ce qu'on a sur notre scène. Voilà. Et donc, encore une fois, pour de la présentation de projet ou en effet, en tant qu'architecte, si on veut très simplement présenter un redesign de boutique, un redesign d'affiches, un placement d'affiches, des placements, on peut voir ça pour plein de projets. Si vous êtes designer, même mécanique, vous voulez voir des placements d'objets sur des murs pour un lettrage de vitrine, exactement. ou une illustration de vitrine, ou quoi que ce soit, en fait, ou un mur dans une entreprise. Voilà, donc 2D, 3D, vous pouvez, voilà, les possibilités sont assez grandes, et du coup, le fait de pouvoir également enregistrer une vidéo pour la partager, la présenter, c'est super. D'ailleurs, il y a aussi la possibilité, si tu vas sur les partages, en fait, d'envoyer sur Behance. Oui, et donc là, dans ce cas-là, là, on peut envoyer, donc on peut partager une vidéo. Et si on envoie sur Behance, on crée le projet, et il va intégrer le point reel. Le point reel, c'est le format d'Aero. Donc, bien sûr, si vous regardez sur un ordinateur, ça ne se verra pas, mais si vous regardez sur mobile, eh bien, dans ce cas-là, ça pourra emmener la personne directement sur la version gratuite d'Aero et permettra à la personne de tester votre expérience directement, en fait, avec son téléphone. Voilà, on peut évidemment les exports après ensuite dans les 2 formats, donc le format Reel et le format Universal Scene Description. Qui a été créé par Apple et Pixar, en fait, pour être un format universel pour le développement avec ARKit et autres. Exact. Donc voilà, c'était un petit tour rapide. N'hésitez pas évidemment à le tester. Les possibilités sont vraiment énormes parce que les expériences peuvent être poussées très très loin. Alors je vais arrêter le partage du coup de l'iPad. Hop, je vais remettre. Tac. Voilà. Et je vais même arrêter mon partage d'écran. Voilà, donc encore une fois, ce qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir pousser l'expérience encore plus loin en multipliant les déclencheurs, parce que après, c'est vraiment votre imagination qui fera reste, parce que je pense qu'il y a plein de possibilités. Faire par exemple des affiches, vous imprimez une affiche, et lorsque vous rapprochez l'iPad, vous avez les objets qui sont dans l'affiche qui sortent en 3D, par exemple. C'est une des possibilités, parce que ça a déjà été fait, bien sûr. Et du coup, c'est vraiment, c'est sans fin. Donc, n'hésitez pas à vous amuser. Ouais, ça a l'air super, dis donc, parce que je veux dire, pour des expositions, pour les préparer. Ça a été fait, des expositions où on se promène avec l'iPad, le téléphone, et on voit les objets sortir. C'est vraiment super chouette, ou des interactions quand on se rapproche d'une œuvre. Et je profite du coup de répondre à la question aux questions de Jérôme, du coup en live. En fait, les formats vraiment pour ça, c'est des formats optimisés spécifiquement en fait pour la réalité augmentée, parce qu'on peut pas avoir un nombre incroyable de polygones pour des questions de performance sur un téléphone ou autre. Donc on est plutôt sur 2 formats qui sont le GLB et le GLTF.
Et c'est pour ça que c'est intéressant de passer soit par Mixamo, soit par Dimension pour exporter ça, ou dans n'importe quel logiciel 3D, Maya, 3ds, on peut exporter dans ces formats. Et l'intérêt, c'est la compression en fait, que l'on va faire. Donc voilà, donc ça c'était juste pour montrer. Et Aero, il est disponible sur iPad, iPhone, iOS uniquement pour l'instant. Oui, pas sur Android malheureusement. Pas sur Android. Voilà. Donc ça c'était pour répondre à toutes ces questions. C'est Parfait, cool. merci. Donc, parce que ça donne des idées pour faire du prototype aussi de service pendant les sprints ou enfin même n'importe quelle session de design. Exactement. Oui, on a participé la semaine dernière avec l'Institut des Vénères de Vinci à une jam, en fait, justement, où on parlait de réalité augmentée, en fait, et de réalité virtuelle, les deux. Et en fait, je montrais qu'il y avait plein de possibilités de prototyper. Bien sûr, on peut simuler, tout simplement. Un prototype va d'un prototype vertical à horizontal, etc. Et il y a des fois où, simplement, avec les transformations 3D, on peut simuler en mettant une photo en perspective, et on peut simuler la réalité augmentée de cette manière-là. On peut passer dans After Effects ou dans Premiere, où on a la possibilité de placer des images qu'on appelle équirectangulaires, c'est des images englobantes qui permettent de se balader dans la vidéo, etc. On a la possibilité aussi d'utiliser Adobe Animate, qui a ses possibilités aussi, donc Flash, ex-Flash professionnel, qui a ses possibilités aussi basées sur le WebGL, en fait, de donner des prototypes interactifs cette fois-là, en VR, et donc aussi on peut simuler l'AR en fait par ce biais. Donc il y a plein d'outils en fait qui nous permettent de travailler et puis juste aussi pour le teasing, hier soir on a annoncé une nouvelle offre sur la partie 3D qui s'appelle Adobe 3D Substance 3D qui est une suite vraiment sur le texturing et une évolution de dimension aussi le logiciel dont on parle, un nouveau logiciel qui s'appelle Stager qui permet de faire de la virtual photographie et vraiment, voilà, si vous connaissez Dimension, eh bien c'est la génération supérieure. Voilà. Oui, c'est cool ça. Bon, ça, on se le garde de côté parce que ça c'est passionnant ça. Il faudra qu'on se fasse une émission rien que là-dessus. Il y a de quoi faire. Avec plaisir. Cool. Bon, on va continuer maintenant avec Alex qui va nous parler de comment attirer les bonnes personnes, les personnes avec qui on a envie de travailler, les clients avec qui on a envie de travailler, mais de manière un peu non conventionnelle, comme Alex, et ça c'est cool. Donc, donc lui, c'est pas vraiment les réseaux sociaux, son truc, et du coup, ça vous permet d'avoir d'autres approches. Donc, je te laisse nous raconter tes petites anecdotes. Ouais, merci. Et merci pour ce partage. C'est clair que ça donne beaucoup d'idées de voir qu'on peut aussi facilement avoir des prototypes VR, jouer à plusieurs applications. Anyway. Oui, du coup, effectivement, je suis pas. Mon cœur d'intérêt n'est pas le BizDev, mais après, c'est pareil, le BizDev, si c'est vu comme un jeu de contraintes dans lequel on peut être créatif, alors du coup, ça devient du design et du coup, ça m'amuse. Après, si je regarde un petit peu, la plupart des missions que je fais, c'est globalement des gens avec qui je me suis bien entendu, c'est souvent des gens avec qui je me suis bien entendu, soit déjà avec des gens avec qui j'ai déjà travaillé et du bouche à oreille. Donc, en vrai, jusqu'à maintenant, j'ai souvent pas de temps vraiment l'occasion de faire du BizDev. Ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie de devoir dire oula, il n'y a pas assez de missions, il va falloir que je fasse rentrer, et du coup de trouver des astuces. Et donc notamment une que je voulais vous partager, je vais me mettre sur le bon écran, il faut que je le retrouve. Ah bah tiens, il a disparu mon écran. Attendez, excusez-moi, voilà. Non, c'est pas ça. Ah, super bizarre, il a disparu. Alors, je sais pas, il n'est pas là. Je vais essayer d'arrêter de mon partage et de le refaire. Ah, et il y a un bébé qui pleure derrière moi. Ah, voilà, je pense que ça devrait marcher. Je partage mon écran. Et je partage la fenêtre. Voilà. C'est bon, vous voyez bien mon écran? Ouais. Alors du coup, il y avait une première anecdote qui était marrante en fait. C'est donc en fait j'ai décidé de déménager il y a
bientôt 3 ans à Nancy, principalement pour avoir un peu plus de verre avec les enfants, voilà. Et puis parce que c'est une ville qui est pas loin de Paris, c'est 1h30 de train, et, enfin voilà, bon, plein de raisons qui faisaient que je me disais c'est marrant. Et le truc, c'est que je connaissais pas du tout Nancy. Enfin, j'y avais été une fois ou deux, mais enfin, je connaissais pas. Et j'avais quand même pas mal d'inquiétudes sur est-ce que je vais pouvoir bosser là-bas. Et donc, j'ai commencé à chercher sur Internet un petit peu les différents acteurs. Enfin, je me doutais qu'il n'y avait pas des gens qui comprendraient spécifiquement le design d'organisation, mais déjà, l'UX, c'était une première discussion, et je me disais que depuis là, je pourrais aller sur d'autres. Donc, j'ai trouvé quelques petites agences qui faisaient un peu du UX, des choses un petit peu similaires à ça. Et également, il y avait des associations locales qui s'intéressaient au numérique, notamment une qui s'appelait Nancy Numérique. Et j'ai commencé à prendre des contacts, et finalement, il y a une personne qui m'a dit « Ok, viens, on prend un café ». Donc, 1h30 de train, j'ai pris le train, on a été prendre un café, et je suis revenu. Et c'était hyper intéressant, il m'a raconté un peu l'écosystème. En fait, je ne savais pas très bien ce que je cherchais, quoi. Je cherchais si je pouvais bosser, mais c'est très vague. Et donc, du coup, j'étais un peu en posture de user research, et avec un peu des sortes de questions ouvertes. Et on a pris un café pendant 1 heure, il m'a décrit un peu l'écosystème, et il m'a dit, ça peut être pas mal que tu discutes avec ces personnes-là. Donc, il m'a donné 2-3 personnes avec qui discuter, que j'ai appelé, qui étaient d'accord, puis on a discuté, et puis on continué à me donner un peu plus de billes sur l'écosystème pour que je comprenne un peu mieux. Donc, au début, ma réflexion, ça ressemblait un peu à ça. Donc, voilà, je commençais à prendre des notes, ça venait un peu sur le papier, comme ça venait. Et il y a un moment où j'ai passé un point critique de nombre de personnes que j'interviewais. Donc, à chaque fois, les gens me donnaient des nouveaux noms. Et il y a un moment où je commençais à avoir des patterns, et donc du coup à comprendre un peu comment c'était structuré, et à voir où est-ce qu'il y avait des trous qui allaient dans la raquette. Et donc je me suis dit, ce travail que je suis en train de faire, est-ce que je le mettrais pas au propre? Peut-être il peut servir à d'autres gens. Et du coup, les autres personnes que j'interviewe, je leur remontre et je leur demande, est-ce que c'est bien ça en fait dont on est en train de parler? Donc j'ai fait un petit travail un peu de graphisme comme ça, pour finalement obtenir un écosystème digital. Voilà. Et donc j'ai créé un persona un peu fictif d'une étudiante, parce qu'en fait c'est une ville très étudiante, et je trouvais que c'était une bonne façon de montrer comment en partant des études, en passant par la création d'entreprises, puis l'entreprise un peu lourde avec les différents acteurs, jusqu'au moment où l'entreprise marche assez bien pour pouvoir faire de la recherche avec les écoles, et comment tout ça se passait. Donc mon scénario, en gros, c'est cette fille de 24 ans qui est formée, qui fait sa start-up en restant à Nancy après, puis sa boîte cartonne, et du coup, elle fait de la recherche dans les différentes écoles. Et là, c'est un peu complexe, hein, comme ça, vu, on ne voit pas forcément très bien. Mais donc, les différents acteurs dans chacun des 4 parties du cycle, quoi. Ça fait un peu des saisons comme ça. Et à l'intérieur, c'est quoi les acteurs qui sont un peu structurants de ce système, qui vont pouvoir qui vont pouvoir permettre de financer ses études et de donner du conseil à la création d'entreprises, financer son entreprise, les réseaux, les clusters, voilà, et enfin les aides de l'État sur l'innovation, et comment tout ça est lié un peu les uns aux autres. Et donc du coup, je montrais cet écosystème aux différentes personnes que j'interviewais, dont j'ai la liste ici, qui sont finalement des personnes assez structurantes eux-mêmes du système. Et c'était drôle parce que d'une personne qui arrivait, qui connaissait pas, qui était un peu « oula, mais où est-ce que j'arrive ?» je me suis retrouvé à construire un petit peu une sorte de cartographie éphémère du lieu, et qui était une super occasion de discuter avec tous ces gens, quoi. Et en fait, de là, en fait, je me suis rendu compte de différents problèmes qu'avait Nancy, dont le fait que finalement, il y avait assez peu de startups pour beaucoup d'étudiants, ce qui est inhérent souvent, je pense, aux villes qui sont très étudiantes. Et du coup, je posais un peu la question à la fin. Donc, j'ai écrit un article Medium que je vous montre, et je posais la question à la fin, dans cet article, comment pourrions-nous faire que les étudiants restent et créent des startups, en gros, quoi. Et bien sûr, j'ai cité, c'est vrai que j'aime pas trop les réseaux sociaux, mais du coup, quand il faut les utiliser, je les utilise. Donc, j'ai cité tous ces gens-là dans les réseaux sociaux. Là, je sais plus où ils sont plus haut là.
j'ai cité tous ces gens-là dans les réseaux sociaux pour leur poser la question et en mettant l'article. Et donc, ça a créé des discussions qui étaient intéressantes et qui ont fait que petit à petit, il y a d'autres gens qui m'ont contacté et notamment, il y a la Biennale du Design de Nancy qui a été créée. Et ils m'ont dit, est-ce que tu veux pas venir faire un petit truc? Et donc, l'article se termine là-dessus, d'ailleurs, c'est marrant. Parce qu'à ce point, j'ouvre la réflexion à qui le souhaite. Donc, les gens pouvaient me contacter. Et puis, finalement, j'ai été invité à la Biennale du Design. Donc, j'ai barré ça. Et donc, j'ai créé un deuxième article sur la Biennale du Design et un petit atelier de design fiction qu'on a fait sur Nancy en 2030 à la Biennale du Design. Donc, le point de tout ça, en fait, c'est que je ne savais pas trop où j'allais. J'avais une méthodologie un peu design high level qui m'a permis un peu d'avancer dans le brouillard. Et petit à petit, mon challenge, il a changé 3 fois de tête. Au début, c'est comment travailler dans une ville à Nancy, quoi. Quand on vient avec des méthodes qu'on a développées à Paris et dans d'autres capitales. Et puis petit à petit, c'était finalement, en fait, ce problème, c'est bien, mais mon deuxième problème, c'est plutôt maintenant comment on accompagne les étudiants qui voudraient rester à pouvoir rester. Et du coup, ça va attirer d'autres acteurs. Et puis, finalement, ça évolue. Et du coup, je connaissais plein de gens à Nancy et c'était vachement... Enfin, il y a eu plein de trucs qui sont passés depuis, mais qui n'étaient pas du tout ceux que j'avais imaginés à l'époque, quoi. Donc, voilà, c'est encore une histoire d'histoire qu'on écrit, mais pas tant un outil BizDev à proprement parler, quoi. Oui, tu t'es créé un outil pour identifier le réseau en place et du coup, commencer à te tisser un réseau très précis qui finalement t'a apporté forcément des projets ou des opportunités pour te faire connaître. Et donc, du coup, toi-même, tu fais partie maintenant de ta cartographie. Il faudrait que tu te rajoutes dedans. Alors, j'ai pas osé faire ça. Mais je pense qu'effectivement, il y avait ce but-là qui est resté... je pense au début, je voulais me faire connaître, mais assez vite, finalement, j'étais vraiment sincèrement intéressé par les questions que je posais. Et je me suis pris au jeu en oubliant que mon premier truc, c'était quelque chose d'autre. Mais finalement, et ça m'intéressait moins. Et on discutait tout à l'heure au début, en off, le fait de créer du lien et de créer des ponts entre les mondes. Moi, je pense que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, de créer du lien et des ponts. J'adore ça et je cherche en fait des collaborations avec des gens sur des sujets que je n'imagine pas forcément aujourd'hui. C'est pour ça que je suis toujours un peu embêté sur la question du portfolio, parce que je ne veux pas être enfermé dans des choses que j'ai fait. J'ai envie de créer des nouveaux ponts avec des gens différents et créer des nouvelles choses, quoi. Et il y avait aussi l'autre, toute ton approche de mentoring, enfin tout ce que tu déploies, tous tes efforts pour aider les gens aussi à mieux se positionner, c'est intéressant aussi ça. C'est vrai que donc ça c'est un autre truc aussi. Donc depuis 5 ans j'enseigne, notamment avec toi, Pauline, comme tu le sais très bien. Et donc du coup, la formation c'est un truc que je trouve vachement chouette parce que c'est aussi une façon d'apprendre. C'est-à-dire que quand on enseigne, on doit digérer nos connaissances et ce qui fait c'est plus facile de raconter les histoires. Et il y a un moment, effectivement, un autre concept qui m'a intéressé beaucoup, qui était le concept du mentorat, et notamment pendant le Covid. Donc, comme tout le monde était un peu bloqué chez soi, j'étais en contact avec un site qui s'appelle, avec des gens d'une création d'une communauté à Singapour qui s'appelle Amazing Designer People. Et en gros, c'est quelqu'un qui avait un gros réseau, qui était lié à InVision, qui a commencé à dire je vais prendre mes copains qui sont design lead ou design director chez Apple ou Google ou je sais pas quoi, et on va créer une communauté et on va, puisque là on est tous un peu bloqués chez nous, on va proposer 1 heure de notre temps à des designers plus juniors pour les aider à faire leur portfolio typiquement, mais aussi pour leur aider à se poser des questions sur leur carrière, pour les aider à répondre à des enjeux qu'ils ont peut-être dans leur boîte, etc. Et donc, du coup, il m'a proposé de faire partie de la communauté, ce qui était hyper cool parce que j'avais du temps. Et du coup, ça m'a permis de mentorer des gens qui étaient dans des problématiques assez différentes des miennes parce qu'ils étaient, pour la plupart, dans d'autres pays, quoi. Et ce faisant, ça me permettait aussi, à travers eux, de comprendre les enjeux du design d'aujourd'hui, quoi. Donc, il y a un espèce d'échange assez intéressant, je trouve, entre le mentor et le mentoré, parce que le mentor, il fait profiter quelque part d'une expérience un peu profonde
tu vois, il a vécu plein de fois le truc, et du coup, il voit un peu des patterns un peu plus profondes sur les problématiques. Mais par contre, ce qui se passe souvent, c'est que le mentor, il est un peu nul sur les dernières tendances. Enfin, il n'est pas nul, mais il les voit moins, il est moins dedans, quoi. Là où le mentoré, souvent, lui, il est à fond sur les dernières tendances, il va connaître tous les derniers outils Adobe et comment on fait plein de trucs. Enfin, je me lance ça, même si là, en l'occurrence, on a 2 mentors Adobe, donc c'est encore autre chose. Mais il va savoir les dernières tendances graphiques, les dernières tendances UX, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment un win-win parce que moi, je vais faire profiter de mes questionnements plus profonds et lui va me faire profiter de sa vision beaucoup plus fraîche de ce qui se passe, quoi. Et donc, pareil, j'ai travaillé dans ce truc-là un petit moment et à un moment, j'en ai fait un article sur le mentorat et ce que je commençais à en comprendre. Donc, un article qui est coécrit avec quelqu'un de la communauté de Laptop d'ailleurs aussi, qui s'appelle Tomomi, où, voilà, en gros, je raconte un peu ce que je comprends du mentor, du mentee, notre vision un petit peu du mentor qui est quand même un peu biaisée entre Star Wars et Seigneur des Anneaux et la réalité. Enfin, on n'arrive pas à avoir cette posture-là. Mais donc, du coup, c'est quoi les échanges un petit peu qui se créent, comment ça se met en place, qu'est-ce qui est vraiment échangé. Et en fait, en écrivant cet article, il y a eu des discussions qui ont été créées avec un design lead d'une grande boîte du CAC 40. Et suite à ces discussions, on a décidé de créer un programme de mentorship pour l'équipe d'innovation de ce grand groupe. Je ne le cite pas parce que je ne sais pas si j'ai le droit, même si je pense que si, mais bon, tant que je ne m'avais pas demandé, je préfère pas. Et donc, ça nous a généré une super mission hyper intéressante avec des designers qui étaient trop cool et qui acceptaient aussi ce jeu de on apprend avec vous à créer en fait ce programme, enfin on le co-design avec vous. Et donc maintenant, si je dois écrire un deuxième article, ce qui sera sûrement le cas, j'aurai beaucoup de choses à raconter sur le mentorat qui peut-être créeront des nouvelles discussions, des nouveaux ponts et des nouveaux leads, quoi. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est un peu ma façon de créer des leads, c'est de rentrer dans un sujet qui m'intéresse, d'arriver humblement en disant, moi-même, j'y connais pas grand-chose, je connais pas grand-chose à l'écosystème de Nancy, mais voilà ce que j'ai pu récolter en discutant avec quelques personnes, et s'il vous plaît, si vous avez des choses à rajouter, appelez-moi et on en discute. Et s'il y a des choses intéressantes que vous voulez développer avec moi, ok, ça fait partie des choses qui peuvent en découler, quoi. Voilà. Oui, et puis même malgré notre niveau, enfin on n'est pas forcément tous à ton niveau, mais on a quand même toujours des choses à apprendre et à transmettre. Donc, comme le mentoring, c'est souvent gratuit, en tout cas sur cette plateforme-là, je crois. Ouais. La plupart des... Vous pouvez aussi juste échanger et puis être même sur Slack, sur notre Slack laptop. Il y a plein de moments où vous pouvez échanger sur des petits sujets et puis peu à peu, en fait, le fait même que ça vous intéresse, même si vous n'êtes pas expert sur le sujet, vous serez identifié comme une personne qui, à un moment donné, le sera. Parce qu'on nous a vu, quoi. Et donc, c'est comme ça, moi, par exemple, quand je cherche des personnes sur des projets, je sais que cette personne, voilà, je repense à cette personne qui me parlait de ce sujet-là, et donc je vais la recontacter pour dire, alors, t'en es où? Ouais, et effectivement, comme il y a un grand intérêt, forcément, elle a beaucoup avancé, même au-delà de mes espérances. C'est très vrai. Du coup, c'est vrai que d'être sur une plateforme comme ADP, c'est une visibilité, même si ça marche pas trop en France, parce que bizarrement, le mentoring ne prend pas trop en France. En Angleterre, c'est fou, ils sont submergés, du coup, ils doivent dire des stops. Enfin, dans les pays anglo-saxons en général. Mais du coup, c'est vrai que du coup, ça me donne une sorte de légitimité en tant qu'expert, le fait de faire partie de ce type de plateforme. Et après, il y a aussi un autre truc, c'est les mentors entre eux. Et donc, typiquement, des fois, j'ai des discussions sur les Slack avec des mentors, notamment, je pense à une personne qui est basée à Buenos Aires. Et puis, à un moment, ce mec-là, pendant le Covid, donc lui, c'était vraiment quelqu'un de très bon en design, mais aussi très bizdev. Il a développé un business avec une boîte polonaise. Et il m'a demandé de monter une équipe en France. Et c'était trop cool parce qu'on était vraiment dans ce monde d'après où on est bridé physiquement, mais d'un point de vue global, on n'a jamais été aussi libre de travailler avec des gens de Buenos Aires et de Pologne.
et aussi en asynchrone, parce que du coup, Buenos Aires, c'est je ne sais plus combien d'heures, c'est 8 heures peut-être de décalage horaire, d'où le fait qu'il avait besoin d'un relais d'ailleurs en France. Mais donc du coup, c'est pas des chemins auxquels je m'attendais en fait au début. Moi, je trouvais ça juste cool d'être dans ce truc de partage. Je voyais un intérêt qui était un premier intérêt, qui était celui de rencontrer des gens et donc peut-être d'avoir des lignes, mais je ne voyais pas forcément ces chemins-là qui pouvaient se dessiner. Et je pense que ce qui m'a mis aimé au fond, c'était surtout rencontrer des façons différentes de penser et créer des ponts, quoi. Voilà, on parle toujours du réseau, mais voilà, quand on parle de réseau, c'est la conversation, et être là, mais parce que voilà, on a envie aussi de transmettre. C'est toujours créer le lien, de créer le lien entre les gens. C'est ça qui vous, au-delà des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est du lien en masse. Mais voilà, après, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, il y a peut-être il y a peut-être plus de surprises parce que de la masse. Mais voilà, après, vous pouvez créer du local, créer du lien local. Ça marche aussi. Donc voilà. Et alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je trouve qu'il n'y a qu'une question là pour Alex, donc n'hésitez pas à échanger là-dessus. Alors, est-ce que tu aurais d'autres choses? Parce que tu m'avais parlé aussi de ta petite mentorée chinoise. Ouais. Oui, au début, je pensais partager son portfolio que je trouvais vachement bien. En fait, donc c'est une personne qui m'a contacté sur ADP. Elle est chinoise, mais elle est basée à Avignon. Elle fait du super boulot en UI et en UX, mais elle est encore un peu junior. Et elle veut travailler plutôt en remote parce qu'à Avignon, il n'y a pas forcément grand-chose. Et du coup, elle m'a demandé... donc on a eu 2 sessions, une première où justement j'étais plus avec des conseils, et la deuxième où elle a travaillé son portfolio et elle est venue le confronter et essayer de trouver avec moi une stratégie. Donc on l'a co-conçu, la stratégie, c'était assez cool. Et notamment, elle me disait, j'aimerais bien avoir des livres. Est-ce que tu connais un livre sur comment ça se passe en agence de design? Et je disais, non, en fait, je n'en connais pas. Bon, déjà parce que je lis pas, je lis peu parce que je suis dyslexique et que ça me fatigue, et qu'en général les gens me racontent, mais aussi parce que juste j'ai jamais entendu parler de ça et que je trouve que l'idée elle est trop bonne, même si je vois bien que ça peut être assez éphémère parce que la vie dans une agence en 2020 c'est pas la même chose qu'en 2025, je pense. Et à côté de ça, elle était dans cette démarche de me contacter, mais également de contacter les autres mentors de ADP. Je pense à David Ruiz qui est notamment, parce que je sais qu'elle a parlé avec lui, qui est Head of Design de SNCF, par exemple, et qu'on en avait parlé, et je lui disais, c'est vachement bien, parce que dans mon réseau, il y a des gens qui me parlent de toi, et donc du coup, ça avance, ton truc existe dans la tête des gens. Et donc, elle me disait, du coup, ces 2 trucs mis ensemble, on a eu l'idée de, pourquoi tu vas pas contacter des gens plutôt juniors dans des agences que tu aimes bien, pour leur demander, c'est quoi, en fait, la vie dans les agences. Enfin, si tu es vraiment intéressé par ça, les gens sont toujours contents d'assouvir la curiosité candide et vraiment intéressés dans le sens, pas qu'il y a un agenda caché, même si on se doute bien que derrière, elle cherche peut-être du travail, mais elle est vraiment intéressée de c'est quoi la vie dans une agence. Et du coup, je pense que c'est assez facile de booker 45 minutes d'un junior ou d'un mid dans une agence que tu aimes bien. Tu fais ça dans quelques agences et du coup, tu existes aussi dans leur tête. Non seulement tu existes dans leur tête, mais en plus, tu as des billes sur qu'est-ce que c'est l'agence. Et puis en plus, si ça se trouve, c'est une agence qui a mis une job position en ligne. Et donc, du coup, tu es capable comment dire, tu sais déjà qu'en fait, il y a une place peut-être éventuellement pour toi. Et ce qui se passe pour avoir été design director, c'est que si moi, j'ai besoin d'un junior, soit j'en connais parce que je donne des cours et que j'en ai, mais si ce n'est pas le cas, je vais demander au mid de mon équipe ou au junior de mon équipe, est-ce que vous connaissez des gens bien? Et donc, ça se fait quand même un peu par cooptation malgré tout. Et donc, du coup, si tu existes dans leur tête, non, je ne connais pas, mais tiens, il y a cette personne à Avignon qui a l'air vraiment super, on a une chouette discussion, elle a une bonne démarche et tout. Ton dossier, il arrive sur le haut de la pile. Et donc, ça, c'est typiquement une approche un peu, entre guillemets, BizDev network pour trouver un job. En plus, là, c'est en remote.
quelque part, ils ont déjà expérimenté ce que c'est d'être avec elle en remote, puisqu'ils ont fait une visio ensemble, quoi. Voilà, c'est une approche qui a été co-designée par des contraintes qu'elle avait, quoi. Et je trouvais ça smart. Ouais, c'est intéressant, ouais. Donc, créer la conversation. Alors, on va prendre peut-être une ou deux questions. Alors, Jordan. Donc, tu avais la question, ouais, bonjour, quels seraient vos conseils pour écrire un bon article sur Medium? Quand, pourquoi et comment écrire? Ouais, c'est difficile, ça, comme question. Franchement, je suis pas hyper bon. Pour ça, je pense que mes articles Medium, ils ont en moyenne une centaine de claps. Donc sur Medium, on peut mettre 40 claps si on veut. Donc, c'est pas forcément des scores je suis clairement pas un influenceur ou quoi. Et donc, du coup, je serais un peu à mal de répondre bien à cette question. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être clair sur qu'est-ce qu'on a envie de raconter et pourquoi on a envie de le raconter. En quoi ce truc qu'on a envie de raconter peut intéresser d'autres gens. Et ce truc-là, il va se traduire à la fin dans le titre, à un moment ou à un autre, quoi. Dans le titre et aussi dans la façon dont on va le faire circuler. Donc, si je reprends par exemple mon article là, sur le mentorat, on a commencé à coécrire cet article parce qu'on avait envie, ce sujet nous intéressait. On a vu petit à petit en quoi ce sujet pouvait être intéressant pour d'autres, mais on n'en était pas sûr. Donc, on l'a un peu testé aussi autour de nous. Et ça nous a fait réécrire des parties et changer un peu la structure. Ouais, peut-être je peux raconter comment on a créé ce truc-là. C'était assez marrant, en fait. On a eu une première session un soir en buvant une bière. Et le but, c'était de faire tomber un plan. Et il fallait pas qu'on se prenne trop la tête parce qu'il fallait qu'on ait un plan qui puisse s'énoncer. Donc, on a fait un premier plan sur un Google Doc. Et la bière était importante parce que ça nous permettait d'être un peu désinhibé, j'imagine. Et ensuite, on a commencé à mettre plein de trucs dedans. Mais donc, très vite, il y avait beaucoup trop de trucs. Et donc, on a enlevé. Et ça, c'était la partie la plus dure, d'enlever des choses, quoi. Et à partir de là, le plan, petit à petit, changeait et jusqu'à ce qu'on ait un plan qui puisse se raconter hyper facilement. Une fois qu'on avait ce plan, on a commencé à travailler chacun de notre côté et à lisser un peu le contenu de l'article. Donc, c'était vraiment un travail en duo, quoi. Et on l'a fait lire un peu à des gens qu'on aime bien, qui pouvaient être dans le sujet aussi et qui nous ont corrigé 2-3 trucs et qui nous ont montré sur différents niveaux ce qui allait pas. Et le titre, c'est le dernier truc qu'on a fait, c'est OK, qu'est-ce qui peut intéresser là-dedans, qui on cible et qu'est-ce que ça peut intéresser là-dedans. Et donc là, clairement, on ciblait plutôt des gens un peu avec qui il y aurait du business potentiel. Et donc, il fallait pour nous qu'on parle d'une façon ou d'une autre qu'il y ait une forme de croissance là-dedans, quoi. Et la dernière étape, ça a été de le partager sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai plus exactement le souvenir de la tagline que j'ai fait, mais donc je l'ai partagé sur LinkedIn avec une statistique que j'avais trouvée à l'époque qui, je sais plus ce que c'était, mais c'était quelque chose. Attendez, je vais voir si je peux le retrouver. Alors, il nous reste 2 minutes, on a d'autres questions. Okay. Ça va trop loin. Bon. Ouais, donc mais peut-être Jordan, tu pourras échanger avec Alex. Ouais, du coup, je vais pas plus loin là-dessus, mais voilà, en gros, la tagline aussi, là, on va chercher quelque chose qui est très actuel pour que dans le réseau, ça rebondisse. Voilà, très bien. Santé ultime. Alors, attends, il y avait des trucs sympas là. Alors, peut-être ça peut être un petit peu trop long. Peut-être Florence, oui, donc Attends, hop. Il faut que j'arrête celle-ci. Alors, par rapport au temps qu'on a. Donc, Florence, quels outils pour trier, stocker, organiser toutes les infos et les utiliser pour les articles et la création de liens? Moi, j'ai pas vraiment d'outils. J'utilise beaucoup les copies d'écran. En fait, en gros, moi, je me mets un dossier sur mon bureau qui est plutôt vide. Après, j'utilise des copies d'écran et des outils de notes. Et voilà. En général, j'ai un outil de notes dans lequel je crée une nouvelle note avec le nom de mon article et je balance un petit peu tous mes trucs et tous mes liens à l'intérieur. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent Notion et ça a l'air vraiment très puissant et je pense que si j'avais le mindset pour le faire, je le ferais.
mais je l'ai pas en fait. À chaque fois, ça me fatigue de créer tous ces trucs différents. Donc, j'ai un bon fichier texte, ça me suffit. Ouais, J'ai essayé d'être synthétique pour tenir le temps. c'est bien. Merci. Alors, ce serait peut-être trop long, Florence. Est-ce que si vous connaissez, peut-être tu pourras peut-être échanger avec... parce qu'il y a une autre question sur les étapes et les sources utilisées pour appréhender Nancy. Ça sera peut-être trop long. Je ne sais pas si on peut prendre d'autres questions finalement, parce qu'il est 13h. Jérémy, what do you think? Peut-être on finit par les 3 conseils. Ouais, je suis vraiment navré, mais en effet, je Ouais. pense qu'il faudra Ouais, il faut passer qu'on- à la fin là. Yes, mais c'était passionnant là, Alex. Hein. Grave. J'espère que ça Merci. vous a plu. Alors, Alors, les 3 conseils pour terminer. Allez, hop. Ouais, donc en fait, je les ai un peu dit, mes 3 conseils. Hein. En gros, pour moi, un portfolio, c'est vraiment d'aller chercher ce qu'on aime bien et les copier-coller. Enfin, donc, on les copie-colle dans un dossier. Après, c'est à vous de voir ce qui vous va le mieux. Mais voilà, en gros, ce que vous aimez bien aujourd'hui dans les projets que vous avez faits, c'est pas forcément ce que vous aimiez bien hier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce que vous aimez bien aujourd'hui. Donc, prendre tout ça, les mettre quelque part. Ensuite, conseil numéro 2. Une fois qu'on les a mis quelque part, c'est d'essayer de commencer à les ranger, de voir un peu quelle catégorie, quel pattern, qu'est-ce qui sort de... Enfin, commencer à vous poser la question de qu'est-ce qui sort de ce que vous aimez bien maintenant. Et conseil numéro 3, une fois que vous avez vos patterns, donc vous avez vos projets que vous aimez bien, vous avez vos patterns, donc des catégories, etc. Et donc là, vous essayez de commencer à raconter l'histoire. C'est quoi l'histoire? Quelle est votre histoire aujourd'hui sur tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Et l'histoire va changer, en fait. Va pas être la même que la dernière fois que vous avez fait cet exercice. Et ça peut être la base de votre portfolio. Ouais. Oui, donc c'est vraiment écrire l'histoire régulièrement, la mettre à jour, parce qu'effectivement, on évolue et on veut dire autre chose sur ce qu'on a appris et sur ce qu'on cherche. Donc, tous les 10 ans, en gros, on va dire, à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Totalement. All right. Merci énormément, Alexandre. C'était passionnant. Et même moi qui viens pas forcément de l'UX, tu vois, tout le côté créer du lien. Et puis, je me suis dit, mais je devrais presque faire un plan UX tu sais, du podcast Sens Créatif, de telle personne m'a amené à telle personne, m'a amené à tel projet, ou ce genre de choses. Enfin, en tout cas, c'est... Oui, tu fais une cartographie de l'enfer. Ouais, c'était fascinant. Et puis moi, j'aime beaucoup aussi ce côté relations humaines et tout. Voilà, donc encore merci Alexandre. Dans 2 semaines, on termine pour la 9e et dernière émission M'as-tu vu avec Marion Turminel, qui est agent d'illustrateur. Alors, j'avais pas de place là, mais c'est l'agence Pekelo, que probablement les graphistes illustrateurs connaissent assez bien. Donc, on voulait faire une émission aussi un petit peu avec un profil un peu différent. Pour terminer, si toutes vos questions que vous aimeriez poser à une agent, alors là, en l'occurrence, c'est une agent d'illustrateur, mais souvent les agents, que ce soit d'acteurs, de graphistes, de photographie ou de quoi que ce soit, il y a beaucoup de choses en lien. Donc, si vous avez des questions, bombardez-nous, Pauline et moi, parce que le but, c'est d'aller lui poser toutes ces questions, comment se faire repérer, comment construire un bon portfolio, parce qu'en l'occurrence, comme vous le voyez ici, enfin, c'est un minuscule aperçu. Je vous invite à aller voir pekelo.com. C'est tout l'art de faire un portfolio et de représenter des dizaines d'artistes et voir ce qui attire l'œil, ce qui intéresse les clients, comment mettre en évidence, comment mettre en valeur des artistes, leurs messages, leurs histoires, comme disait Alexandre. Et toutes ces personnes ont des histoires différentes et c'est le but d'un agent de les raconter au mieux dans l'idée de développer le travail et le business au final de ces personnes. Donc voilà, rendez-vous dans 2 semaines, même lieu, même heure. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci Stéphane et Olivier pour la démo d'Aéro. Merci Alexandre d'avoir été avec nous. Merci Pauline d'avoir mené la conversation. C'était top. Et si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le travail de Alexandre sur les internets, à suivre Adobe, le laptop et Sens Créatif sur les réseaux sociaux ou à visiter les sites internet. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne après-midi, un bon appétit, et puis hâte de voir là où vos histoires et que la manière dont vous allez les raconter vont vous mener. Voilà.
Merci. Merci, Merci à c'était tous. passionnant. Yes. Ciao. Allez, bonne Ciao. À bientôt. Voilà.